7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Hier, après des semaines de débats, de manifestations, de déclarations et de suspense, le Conseil constitutionnel a enfin rendu son verdict concernant la proposition de loi immigration. Près d'un tiers du texte ne passe pas le contrôle des sages du Conseil et il s'agit exclusivement des mesures arrachées par la droite. Ces dernières visaient à contrôler l'immigration en France et elles faisaient surtout écho à la demande de bon nombre de Français puisqu'ils sont près de 75% à estimer que la politique actuelle du gouvernement n'est pas suffisamment stricte. Ainsi, si la décision du Conseil constitutionnel est un soulagement pour la gauche et le gouvernement, elle choque en revanche la droite qui se sent lésée, privée de ses propositions si durement acquises au prix de nombreuses compromissions, comme la régularisation des étrangers dans les métiers en tension. Pour analyser cette décision et en dresser le bilan, nous recevons aujourd'hui Guilain Benessa, docteur en droit public, avocat et philosophe, enseignant à l'Université de Strasbourg, auteur d'un premier livre sur l'état de droit à l'épreuve du terrorisme, puis sur le totem de l'état de droit, mais aussi le référendum impossible aux éditions de l'Artilleur. Bonjour Guilain Benessa. Bonjour. Alors si ça vous va, je vous propose de commencer par écouter la réaction de Marion Maréchal. Elle déplore une décision qu'elle jugeait prévisible et pointe du doigt le manque de stratégie de la droite. Ce sont des propos exclusifs recueillis par Maude Koffler pour Radio Courtoisie. Déjà, je ne suis pas surprise par la censure de ce texte. Elle était anticipable, prévisible et même souhaitée et organisée par le président de la République. C'est pour ça que j'en veux beaucoup à tous ceux, je le dis franchement, même LR ou RN, qui ont voté ce texte et qui ont fait croire aux Français que ce texte allait changer leur vie et en réduisant l'immigration, parce que dès le départ, il était évident que ça finirait en mensonge. Et au final, tout ce qu'il reste de ce texte, c'est le fait de faciliter notamment la régularisation des clandestins. Voilà. Donc merci beaucoup, parce que sans le vote du LR et de RN, ce texte n'aurait pas été adopté et donc nous n'en serions pas là. Donc je le regrette beaucoup, puisque pour le coup, Reconquête, dès le départ, avait clairement dit que malheureusement il ne fallait rien attendre de ce texte et que les parties les plus restrictives seraient très certainement censurées par le Conseil constitutionnel, et donc il ne fallait pas donner de vote à ce texte qui était l'œuvre bien sûr d'Emmanuel Macron et de Gérald Darmanin, dont on connaît le laxisme migratoire depuis qu'ils sont arrivés aux affaires. Donc moi, la conclusion que j'en tire, c'est toujours la même, c'est que la seule solution pour apporter une réponse sur l'immigration, c'est le référendum. Et puisque le président ne veut pas organiser ce référendum, eh bien, il faut s'emparer d'un outil constitutionnel qui s'appelle le RIP, le référendum d'initiative partagée. Nous avons, il y a plusieurs semaines de ça, lancé une initiative pour un collectif transpartisan pour aller chercher les 4,5 millions de signatures nécessaires pour organiser ce référendum. Nous avons tendu la main aux partis à droite en disant mettons-nous ensemble parce que personne ne peut y arriver seul. Bon, évidemment, tout le monde a refusé cette main tendue. J'espère que la décision du Conseil constitutionnel et puis cette situation conduiront certains à revoir leur position et à essayer de faire réémerger cette idée qui, tant qu'Emmanuel Macron est aux affaires, est malheureusement la seule option dont nous disposons pour essayer de faire bouger les choses, même si elle est évidemment très complexe à mettre en place. Voilà, donc d'ici là, il y a aussi une autre échéance qui est évidemment très importante. C'est le 9 juin prochain, les élections européennes. Là, c'est un rendez-vous avec les Français et donc il faut qu'ils se saisissent de cette élection à la proportionnelle pour envoyer un message fort, évidemment, sur l'immigration, pour envoyer des députés au Parlement européen qui pourront changer la majorité et donc mettre en place des politiques beaucoup plus restrictives sur le plan migratoire, et donc finalement faire de cette élection un référendum sur l'immigration qui pourra véritablement avoir des conséquences pour eux demain au Parlement. Alors il y a énormément de choses dans cette déclaration. On va revenir sur l'idée du référendum, de ce référendum d'initiative partagée. Mais avant, j'aimerais commencer par une question très pratico-pratique. Est-ce que cette décision du Conseil constitutionnel était effectivement prévisible, comme le juge Marion Maréchal ? Complètement. Complètement. C'était un jeu de dupes qu'ont joué les différents partis. En fait, faut comprendre, faut bien saisir, si vous permettez, faut que les Français comprennent que, premièrement, on reproche à la décision d'être incompréhensible. Beaucoup de gens disent depuis hier, elle est très mal motivée. En fait, depuis 70 ans, le Conseil constitutionnel travaille comme un cochon. C'est-à-dire qu'on a l'habitude d'avoir des décisions
très mal motivée, très mal écrite, très mal rédigée, parce que le Conseil n'a jamais été une vraie juridiction comme dans d'autres pays. C'est un organe qui a toujours posé problème et qui fait toujours un travail qui est extrêmement discutable, juste pour comprendre ce qu'il raconte. Deuxièmement, est-ce que c'est vraiment prévisible? Alors, là encore, ultra prévisible parce que d'emblée, on savait que pas mal de dispositions de la loi risqueraient d'être inconstitutionnelles. Et en fait, donc on se doutait qu'il y aurait une censure. C'était plutôt la largeur de la censure qui restait à voir. Mais il faut bien comprendre ce qu'a fait le Conseil hier. C'est typiquement l'œuvre du Conseil constitutionnel. Je veux dire, ça ne m'étonne guère. C'est qu'en réalité, il a estimé que la plupart des dispositions relevaient de cavalier législatif, c'est-à-dire qu'il n'avait rien à faire dans cette loi, mais qu'on aurait dû les mettre dans une autre loi, tout simplement. C'est la notion même d'un cavalier législatif. Le problème, c'est que considérer ça permet à la fois de dire « je tranche pas », donc je renvoie ça à revoyez votre copie, messieurs les parlementaires, refaites une autre loi. Je ne tranche pas le fond. Pourquoi? Parce que ça me permet de surtout pas avoir à me demander, moi, Conseil constitutionnel, si oui ou non les dispositions au fond sont contraires, vous savez, à des grands principes européens type regroupement familial, droit à la vie privée, ce genre de choses. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on ne tranche rien, tout en rejetant le texte, finalement, la plupart dans l'immense majorité des dispositions qui faisaient tâche quelque part. Mais j'allais dire, vous savez ce que c'est? C'est l'œuvre. Je vais employer un terme un peu caricatural, mais c'est l'œuvre d'un maître nageur ou d'un surveillant de piscine qui n'a pas envie de travailler. C'est-à-dire que, quelque part, il surveille les nageurs, il surveille les types politiques qu'il se permet de contrôler, mais en même temps, je contrôle à minima. Comme ça me permet de ne surtout pas faire mon job, de renvoyer à plus tard et de dire aux politiques, regardez, votre boulot, il était mal fait, mais j'ai même pas besoin de travailler sur le fond. Et d'ailleurs, pour finir, je vous le dirai juste, si vous regardez la décision du Conseil constitutionnel en son intégralité, elle est très longue, on se rend compte qu'elle est littéralement, je veux dire, presque pas motivé s'agissant des cavaliers. On ne comprend même pas pourquoi il prend cette position. Mais j'ai envie de dire, depuis 1971 et une grande décision que j'analyse largement dans mon dernier bouquin, Le référendum impossible, j'explique très largement que justement, depuis 70 ans, le Conseil a pris le pouvoir sans même s'en expliquer, et ce, depuis la première décision. Il a l'habitude de ne pas s'expliquer, de prendre le pouvoir et petit à petit de contrôler sans même avoir à se justifier. On a l'impression, quand vous en parlez, que c'est presque un pouvoir tyrannique. Est-ce que donc, ce que je comprends bien, on est définitivement tombé dans le gouvernement des juges dont parle Jean-Yves Le Gallou? Alors complètement, mais j'allais dire c'est presque pire que ça. C'est un gouvernement, alors je m'explique, c'est un gouvernement de mauvais juges. Et non pas seulement un gouvernement des juges. Je ne sais pas si c'est bien mieux, mais tout de même, ça veut dire que le Conseil constitutionnel, il a le pire du système sans avoir ses rectifications. C'est-à-dire qu'en fait, on a une espèce de juridiction qui met le doigt dans la politique, aujourd'hui qui est présidée par Laurent Fabius, c'est-à-dire une juridiction composée très largement par des politiques, soit des semi-retraités de la politique qu'on a recasés au Conseil constitutionnel, ou alors vous savez, je prends toujours cet exemple, mais quand même, quand Alain Juppé a été nommé au Conseil constitutionnel, Alain Juppé, il fait l'objet d'une espèce de commission, enfin une audition à l'Assemblée. Alors c'est très discutable parce que c'est des auditions bidons, et Alain Juppé réclame un droit à l'oubli en souriant parce que ça fait une trentaine d'années qu'il n'a pas touché un manuel de droit constitutionnel. Un droit à l'oubli. Ça veut dire, quand il dit ça, que ça signifie concrètement qu'il n'a pas pratiqué la matière et que lui-même dit « je suis pas un technicien ». Donc ça veut dire qu'on a des juges qui ne sont pas des vrais juges, pas des juristes de formation ou qui n'ont pas touché un manuel depuis 40 ans et qui en même temps se permettent pourtant de trancher les dispositions comme ça les arrange. Donc on a des juges pas sérieux, mais des juges partout quand même. Donc on n'a ni un modèle de clarté, ni un modèle de compétence, on a le pire d'un gouvernement des juges, tout simplement. Alors justement, Laurent Fabius, donc le président du Conseil constitutionnel, a rappelé lui-même au président de la République pendant ses vœux que, donc je cite, une chambre d'appel des choix du Parlement. Le Conseil constitutionnel n'est pas une chambre d'appel des choix du Parlement, mais le juge de la constitutionnalité des lois, et il déplore la confusion entre droit et politique. Est-ce que donc c'est pas parfaitement hypocrite, puisque après ce que vous venez de nous expliquer, on comprend qu'en fait, le Conseil constitutionnel est finalement plus une organisation politique que juridique? Alors, en fait, la tartufferie du Conseil constitutionnel, cette tartufferie-là, de dire « moi, je fais pas de politique, je fais que du droit aux politiques de faire le job », pour moi, elle symbolise la tartufferie de tout le monde dans cette affaire. Je prends les choses dans l'ordre. On a Emmanuel Macron on a d'abord une majorité présidentielle, une pseudo-majorité présidentielle, qui a un texte qui n'avance pas, eu égard à la motion de censure. Donc on a une majorité aux abois. Ensuite, on a LR qui rentre dans la danse en disant, si vous prenez notre texte, celui qu'on voulait,
c'est parfait, on va vous soutenir. Donc, on aura une majorité. Le problème, c'est que du coup, la majorité a acheté, entre guillemets, ou c'est payé à peu de frais les voix du LR, sauf que LR savait pertinemment qu'il y avait très peu de chances que ça passe, et maintenant pousse des cris d'orfraie, alors même que c'était dire n'importe quel juriste un peu lucide, qui connaît la pratique du conseil, et il y en aurait tellement à dire, savait que ça ne marcherait pas. Mais ensuite, on a Emmanuel Macron, qui est, si je puis me permettre, emmerdé par cette loi, qui ne la voulait pas de cette teneur, se dit, c'est parfait, elle va être censurée par le Conseil constitutionnel. Donc, il rejette la faute sur le Conseil en disant, dès le vote de la loi, de toute façon, le Conseil sera saisi. Alors, c'est pas du tout curieux, mais par contre, il l'annonce comme, vous savez, le piège à loup à venir. Il le désigne d'ores et déjà dès le vote de la loi en disant, attention, de toute façon, le Conseil va être saisi. Et là, le Conseil tartufferé ultime dit aussi lui-même, oui, mais attendez, il fallait pas me prendre pour une cour d'appel, c'est pas à moi de rejouer le match que les politiques ont joué de cette façon-là. Donc, c'est-à-dire que tout le monde savait en amont que ça allait être bidon, que ça allait être censuré, et le Conseil lui-même est bidon parce que ça fait 70 ans qu'il fait la politique en prétendant qu'il n'en fait pas, alors que je vous donne un exemple, pendant le Covid, il a validé il était extrêmement amène à l'égard de l'exécutif. En gros, il a validé qu'on soit parqué chez nous et qu'on soit vacciné, je veux dire, de force. Pas de problème. Alors là, les libertés, tout le monde s'en fout. Mais alors là, par contre, tout d'un coup, il pinaillerait pour une histoire de cavalier législatif, pour des dispositions sur l'immigration qui n'ont rien à faire dans une loi immigration. Attendez, on rêve. Ça veut dire que quand il veut, il pinaille, quand il veut pas, il le fait pas. Et en fait, en réalité, il joue. Vous savez, j'ai tendance à dire ça, et je crois que c'est l'expression que je prends dans mon bouquin. Il a une sainte manière de jouer à cache-cache quand ça l'arrange, alors qu'en réalité, il fait de la politique. Alors justement, faire de la politique, c'est peut-être aussi en France écouter le peuple, et on a l'impression que les politiques n'en sont pas capables, parce que donc je reprends des chiffres au Doxa. Il y a 82% des Français qui sont favorables à l'inscription des étrangers menacés d'expulsion au fichier des personnes recherchées pour rendre plus efficaces les OQTF. On a 81% des Français qui sont favorables à la mise en place de quotas votés annuellement par le Parlement. On en a 73% qui sont favorables à l'obligation des demandeurs d'asile de formuler leurs demandes dans leur pays d'origine, et on en a 72% qui sont favorables à la suppression de l'AME. Alors, quand on entend ça, on se demande simplement comment la loi n'a pas encore évolué. On a une très large majorité de Français qui est en attente de ces lois pour rendre l'immigration plus contrôlée, voire enrayée. Est-ce que la solution, c'est pas de redonner le pouvoir au peuple ? Et donc j'en arrive à la question du référendum. Alors, je vous rejoins complètement. Et vous m'aviez invité à cette antenne pour parler de mon livre, Le référendum impossible. En fait, justement, le référendum a été rendu impossible, c'est bien le problème, parce qu'on fait tout pour ne pas pouvoir l'employer. En fait, je vais pas vous inquiétez pas, je vais pas me lancer dans un cours d'histoire à 7h22, mais tout de même, en réalité, ce qui se passe, c'est que on a une période dorée, vraiment dorée, qui s'appelle les années de Gaulle, où en fait on a pris l'habitude d'avoir un référendum à peu près tout le temps. On a eu à l'époque, vous savez, entre 58 et 69, on a 5 référendums en 11 ans. Ce qui veut dire qu'on considère logique de se remettre à la parole du peuple sur des sujets comme la crise algérienne, l'élection du président au suffrage universel, ou même la rénovation du Sénat et la régionalisation en 69. Et en fait, après, ce qui va se passer, c'est que petit à petit, on fait disparaître les référendums et on perd l'habitude de se dire qu'on peut trancher un problème et trancher une question en recourant à l'appel au peuple. Ça tombe en désuétude. C'est une longue histoire que je raconte en détail, parce que ce n'est qu'à l'aune de cette histoire qu'on comprend le piège à loup, ou la chose trappe de 2024, actuelle sur l'immigration, c'est qu'en fait, certains veulent référander. Exemple, évidemment, Reconquête, le RN par certains aspects, mais d'autres aussi, je pense, suivront. Je veux dire, je ne crois pas que le référendum soit exclusivement réservé à une droite, on va dire, dure selon les médias. Je pense plutôt que, en fait, vu qu'on a verrouillé l'utilisation du référendum, aujourd'hui, Emmanuel Macron ne peut pas, dit-il en l'état, référander sur l'immigration, parce que l'immigration n'est pas compris dans les sujets prévus par la Constitution. En gros, il faudrait réviser la Constitution. Et là, c'est un chantier qui dure des mois, des années. Je veux dire, c'est infernal. Si on n'a pas de majorité sur un petit texte législatif, imaginez le barnum que ce sera sur une révision de la Constitution. Ça, c'est une blague, je veux dire, aujourd'hui. Et là-dessus, il y a un gros mensonge aussi. Tout le monde dit on va toucher à la révision, etc. Oui, c'est ça. Ouais. On va l'ouvrir, et dans 2 ans, vous savez, comme d'habitude, on ouvre des commissions et on les ferme jamais. Donc, je suis un peu sceptique. Par contre,
et c'est toute l'idée que moi je défends, et je sais qu'on n'est pas si nombreux, c'est que j'explique dans mon bouquin en détail que en 62, quand De Gaulle référende sur pour le passage à l'élection présidentielle, De Gaulle le fait alors que le sujet n'est pas compris dans la Constitution. Et il se prend, en gros, des torrents d'injures de tous les partis politiques ou presque, et des juges. Aujourd'hui, on dirait un truc de fou. Je veux dire, c'est d'une violence inouïe. Aujourd'hui, en 2024, je considère que de toute façon, s'il faut référender, il faut le faire sur les traces de Gaulle, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de demander l'aval à des juges du Conseil constitutionnel, et il faut le faire quand même en se rappelant les leçons de notre Constitution et l'esprit de nos institutions originelles. Sinon, vous savez ce qui se passe ? À chaque fois qu'on fait quelque chose, on demande l'aval du maître nageur du Conseil constitutionnel, qui en plus aujourd'hui, même avec un bonnet de bain, serait pas super sexy, puisque c'est Laurent Fabius, et on s'attendrait, je veux dire, à ce que ce retraité de la politique recasé là, avec son petit maillot de bain, nous explique qu'on a le droit de plonger dans la piscine pour demander l'appel au peuple. Je considère que c'est totalement scandaleux et que c'est surtout une espèce de twist ultime de nos institutions avec lequel on s'est presque habitué. Mitridatisés que nous sommes, avec un peu de poison tous les jours. Alors, il nous reste finalement, si je comprends bien, à trouver le président qui saura justement prendre cette initiative et aller à l'encontre de l'avis des juges, finalement. Alors, j'entendais là, Marion Maréchal dire qu'on pourrait organiser un RIP, un référendum d'initiative partagée. Alors, le RIP, j'ai une formule... je sais qu'elle vaut ce qu'elle vaut, et encore une fois, je n'essaye pas de faire de la poésie à 7h26, mais tout de même, le RIP, pour moi, c'est plutôt rest in peace que référendum d'initiative partagée. C'est-à-dire que c'est une pierre tombale, ce système. Le RIP, c'est précisément le référendum qu'on n'utilisera jamais correctement. Il faut 4,5 millions de signataires, il y a toute une procédure à respecter, et surtout, ce que Marion Maréchal occulte un peu rapidement, mais elle fait de la politique, c'est que dans le cadre d'un RIP, le Conseil constitutionnel sera là pour vérifier les questions qui fâchent. Ça veut dire que si on pose la question migratoire, on n'est pas du tout certain que dans le cadre du RIP, elle ne fasse pas l'objet d'une sanction, parce qu'il y a une saisine du Conseil constitue sur à la fois la procédure et potentiellement, on ne sait pas trop, la question, le fond de la question à poser. Donc on aura un double filtre, un triple filtre. Pour moi, aujourd'hui, c'est très simple. La seule manière de faire ça, c'est de forcer la question qui fâche en utilisant l'article 11, donc en posant la question migratoire et en se foutant de savoir quel va être l'avis du Conseil constitutionnel. Mais il faut un ou une présidente capable de le faire. Guilain Benessa, on va devoir finir là-dessus. Il faut une personnalité pour le faire, et surtout, il faut accepter un bras de fer qui va être terrible avec le Conseil et potentiellement avec les juridictions supranationales si le bras de fer dure longtemps. Écoutez, merci pour ces recommandations. On verra ce que l'avenir nous donne. On vous réinvitera probablement pour continuer à traiter de ces questions-là. Merci d'avoir été parmi nous, Guilain Benessa. Je rappelle que vous êtes docteur en droit public, avocat et philosophe, enseignant à l'Université de Strasbourg. Et vos ouvrages, notamment Le référendum impossible, sont édités chez L'Artilleur.